Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. 19h17 sur Europe 1, nous sommes avec Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et à vos côtés, nos chroniqueurs en ce mardi soir, l'avocat Gilles-William Goldnadel. Bonsoir. Bonsoir. Et le journaliste politique qui est arrivé, Jules Torres. Vous m'avez fait peur, Jules. Hein, non, on ayez crainte. tout va bien. Franck Alizio, on va parler de Marseille dans un instant, c'est votre ville, et ce drame avec cette nouvelle victime collatérale du narcotrafic qui provoque énormément de colère ce soir. Mais d'abord, j'aimerais évoquer avec vous ce qui s'est passé à Tourcoing. Une élève soupçonnée d'avoir giflé une professeure qui lui avait demandé de retirer son voile. La lycéenne a été placée en garde à vue. L'enseignante a porté plainte. D'abord, votre réaction, Franck Alizio. C'est la conjugaison de deux pas de vague. C'est le pas de vague sur l'autorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, ça fait des années, des décennies que l'autorité a fui l'école, en particulier, j'allais dire l'école publique, mais oui, c'est ça, en particulier l'école publique, l'éducation nationale. Ça, c'est le premier problème, évidemment. Et voilà, quand Jordan Bardella, pendant la campagne législative, parlait de choc d'autorité à l'école, on est en plein dedans. Alors, je vous interromps, Franck Alizio, parce qu'on a un problème de son, voilà, un petit problème de micro. On est en train de faire le changement, comme pour qu'on puisse vous entendre beaucoup mieux. Ce sont les aléas du direct. C'est mieux. Comme ça, vous allez pouvoir poursuivre. Allez-y. C'est mieux. C'est beaucoup mieux, effectivement. Bon. Donc on a entendu. Premier pas de vague, c'est sur l'autorité. Et c'est vrai que voilà, notamment à l'époque aux élections législatives, on parlait d'un choc d'autorité. L'autre pas de vague, évidemment, c'est par rapport à l'islamisme. Voilà, on en revient toujours à ces voiles, à ces vêtements qui ne devraient pas. Et pourtant, il y a une loi sur la baya, mais on voit bien qu'on n'arrive pas à en sortir parce qu'en réalité, il y a toujours une forme d'omerta dans l'éducation nationale qui préfère mettre la poussière sur le tapis plutôt qu'à, une bonne fois pour toutes, poser les problèmes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à en sortir ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire respecter justement ces lois ? Parce que l'éducation nationale est une grosse machine étatique et que personne a intérêt à soulever des problèmes. Que le gouvernement n'aurait pas l'autorité pour vraiment les résoudre, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, il faudra avoir un ministre de l'éducation nationale qui veut vraiment prendre ce sujet à bras le corps, qui ne veut pas faire que de la com avec ces sujets et qui est prêt à affronter tout le politiquement correct qu'il y a dans cette énorme, dans cette armée de 1 million de fonctionnaires de l'éducation nationale qui ne sont pas qui ouvrent de plus en plus les yeux, parce que par définition les enseignants sont les premières victimes de ce climat, mais il y a encore beaucoup de boulot en termes de révolution culturelle dans l'éducation nationale. Alors justement, la ministre de l'Éducation nationale, elle vient juste d'arriver, c'est Annie Jeuneté. Elle a été justement interrogée sur ce sujet tout à l'heure à l'Assemblée nationale par Gérald Darmanin. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a répondu. Écoutez. Monsieur le député Gérald Darmanin, je condamne et je veux insister ici avec la plus grande fermeté cet acte de violence et cette atteinte aux principes de la République. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Frapper un professeur, c'est frapper la République. Et nos professeurs partout en France doivent savoir qu'en effet le gouvernement et que la représentation nationale sont à leur côté. Ils sont notre fierté, ils sont la fierté de la République. L'école de la République ne cédera jamais sur la laïcité, elle ne cédera jamais face à la violence et je ne laisserai rien passer. Voilà, et c'est Anne Jeuneté, c'est Annie Genevard et c'est Anne Jeuneté, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Franck Alizio, l'école de la République ne cédera jamais face à la laïcité, la violence. Est-ce qu'elle n'a pas déjà cédé selon vous ? Mais évidemment, mais c'est des paroles que j'entends chaque mardi et chaque mercredi aux questions d'actualité depuis que je suis député. Mais je les entendais déjà quand j'étais conseiller ministériel, je les entendais déjà quand j'étais étudiant. Ça fait 30 ans qu'on entend ça. Ça fait 30 ans. À l'époque de Lionel Jospin était ministre de l'Éducation, François Bayrou quelques années après l'été, c'était les mêmes problèmes. Et à chaque fois, c'est la poussière sous le tapis. Et là, on a une nouvelle ministre, fort sympathique, mais qui n'est pas spécialiste des sujets, donc qui va pendant des mois et des mois être dans la main de son administration, de son cabinet, et ce gouvernement transitoire finira dans quelques mois, dans 8 mois, avec toujours les mêmes problèmes. Quand vous pensez que les deux ministres qui ont un petit peu secoué, et un tout petit peu, c'était Monsieur Attal qui faisait beaucoup de com, et Monsieur Blanquer, voilà. Et après, très vite après Monsieur Blanquer, d'ailleurs, on avait mis une ministre beaucoup plus souple, enfin qui revenait dans le cadre
classique du pas de vague, classique, cette espèce de gauchisme d'ambiance, d'atmosphère qui est celui de l'éducation nationale. Gilles-William Godnadel, vous partagez ce que dit Franck Alizio ? Totalement, avec deux précisions. La première, c'est le phénomène de peur. Je pense qu'au-delà et à côté du politiquement correct, il y a une crainte obséquieuse de l'islam, de l'islamisme et de l'altérité. Il y a aussi cette notion-là, si vous voulez. Donc, et je trouve que cette enseignante, elle est courageuse. Hein. Elle pourrait très bien fermer les yeux. Il y a une prise de conscience tardive du corps enseignant, et c'est ma deuxième remarque. La population, l'opinion est beaucoup plus intransigeante maintenant sur ces problèmes de voile, moi compris. Je dois reconnaître pour quelle raison ? Mais écoutez, je pensais naïvement que si on fermait les yeux sur le voile, alors dans ce cas-là, il y aurait moins de martyrologie. J'ai pensé ça il y a une dizaine d'années, ne pas faire de publicité autour de ça. Eh bien, je me suis trompé. Donc je suis maintenant aussi intransigeant que ceux qui étaient intransigeants avant moi avec raison. On va se rendre à présent dans votre ville, Franck Alizio, à Marseille, où avaient lieu aujourd'hui les obsèques du chauffeur VTC abattu par un adolescent de 14 ans. Nessim Ramdan avait refusé de s'arrêter alors que le jeune tueur à gages voulait descendre du véhicule pour aller tirer sur un homme qu'il recherchait. Cet après-midi, plusieurs centaines de personnes étaient réunies pour rendre un dernier hommage à ce père de famille. Un père de famille qui aujourd'hui est une victime collatérale du narcotrafic, un fléau qui continue de tuer des innocents, de briser des vies et des familles. Quand allons-nous prendre de réelles mesures pour éradiquer ce fléau ? Vous avez raison de dire qu'il y a des innocents, parce que le premier réflexe, toujours à Marseille, je l'entends, hein, c'est toujours dire si des règlements de compte, s'ils se tirent dessus et qu'ils se tuent entre eux, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il y a tous les jours des innocents. Moi, je me souviens d'un retraité, un grand-père qui buvait son café sur à la terrasse de café, balle perdue, hop, dans la tête, mort. Une jeune fille, Sokaina, dans sa chambre, en train de réviser, balle perdue. Morte. Bon, et là, c'est un chauffeur de VTC, un père de famille. Mais vous imaginez la crainte, la peur des habitants de ces quartiers qui sont... Et on nous avait dit, qui se souvient aujourd'hui du fameux plan XXL de monsieur, exactement, le plan XXL, place net de XXL de Gérald Darmanin. On allait voir ce qu'on allait voir. On avait compris, l'année 2023 était une annus horribilis avec 49 morts à Marseille. Mais c'était il n'y a pas si longtemps, pourtant. Mais c'était il y a 6 mois. C'était il y a 6 ou 8 mois. On nous avait dit, maintenant on a compris. Maintenant ça sera plus jamais pareil. Tout le monde était venu, y compris le président de la République. Tout le monde est venu. Je l'avais dit. J'avais même fait justement un plan. Je leur ai amené le plan Marseille en ordre, avec 25 propositions qui, elles, pour le coup, répondaient véritablement et n'étaient pas dans la com. Avec Marine Le Pen, on a appelé ça un plan com XXS. Et c'était, on avait dit, on va passer les Jeux Olympiques, on va passer tout ça et on reviendra à la même situation. Ça a pas loupé. À partir de l'été, même en vacances, je regardais tous les jours, on avait un fait divers à Marseille. Tous les jours, il y avait un crime, une agression, un mort. Et ça a été, voilà. Et à un moment donné, c'est comment dire, un plan Marseille en ordre, c'est un plan qui va de l'état d'urgence, parce que je pense qu'il faut à Marseille un état d'urgence local sur tous les quartiers qui posent problème, un véritable état d'urgence. Ça a marché de 2004 à 2004, 2005, 2006 dans des quartiers. Ça a duré 2 ans dans certains quartiers en France et ça a donné quand même des résultats. Et puis il faut des mesures nationales. On peut pas sauver Marseille s'il n'y a pas des mesures nationales qui marchent sur tout le territoire. Très classique, hein. Et enfin, des mesures locales, parce qu'évidemment, le maire de Marseille est un socialiste, qui fonctionne avec des méthodes socialistes, et ses partenaires macronistes à la métropole et à la région font à peu près le même boulot. C'est toujours le pas de vague, c'est toujours, on fait semblant que tout va bien, et ça ne va pas bien, et ça n'ira pas bien, et il faut un électrochoc à Marseille. Alors, il y a la question du narcotrafic, il y a aussi la question de l'ultra-violence, et de l'ultra-violence de plus en plus juvénile. On parle ici d'un tueur à gages de 14 ans. Comment notre jeunesse, comment nos enfants en sont arrivés là ? Les responsables, ce sont les parents, selon vous ? C'est l'État qui doit assumer aujourd'hui d'avoir dans les rues des enfants tueurs à gages ? 60% des mises en examen
pour assassinat ou tentative d'assassinat sont âgés de 14 à 21 ans. Voilà. Donc, et ça c'est sur toute la France. Donc, mais c'est la responsabilité d'un petit peu tout le monde, c'est toujours pareil. Mais à un moment donné, il faut responsabiliser le premier des responsables. À l'origine, ce sont les parents, évidemment. Donc ça fait des mois, des années, encore une fois, que dans le débat public, on parle de la sanction, entre autres, via les allocations familiales. Mais c'est une évidence. De même que quand on est un délinquant, un criminel, ou les parents d'un délinquant ou d'un criminel, on ne devrait pas se retrouver dans un logement social. Parce que le logement social, comme les allocations familiales, c'est la solidarité nationale. La solidarité nationale, ça se mérite. Voilà. Donc, à un moment donné, si on ne tape pas, entre autres, au portefeuille, mais voilà, comment dire, quelqu'un, soit il est mineur et c'est les parents qui sont responsables, soit il paie lui-même. Mais à un moment donné, il y a une sanction. Voilà, la sanction est pénale, la sanction est sur les parents ou la sanction est sur les enfants. Mais il faut, voilà, donc c'est d'abord les parents et ensuite, évidemment, toute la chaîne de responsabilité, toute la chaîne d'autorité, l'école, la police, les juges, toute la chaîne. Merci beaucoup Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été avec nous dans Europe 1 Soir. On va marquer une courte pause. Dans un instant, ce sera le journal permanent de Rudy Saada et puis la suite de nos discussions, de nos débats en compagnie de Gilles-William Goldnadel et de Jules Torres. À tout de suite sur Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. En compagnie de mes débatteurs pour poursuivre Europe 1 Soir, Gilles-William Goldnadel et Jules Torres. J'aimerais qu'on revienne avec vous sur les thèmes évoqués avec notre invité juste avant la pause. D'abord, ce qui s'est passé à Tourcoing, cet élève soupçonné d'avoir giflé une professeure qui lui avait demandé de retirer son voile. La lycéenne a été placée en garde à vue, on le disait, l'enseignante a porté plainte. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Jules Torres ? Comment est-ce que aujourd'hui, on ne peut pas ne pas penser à ce qui est arrivé à Samuel Paty, à ce qui est arrivé à Dominique Bernard ? Comment on en est arrivé là ? C'est parce que déjà, il n'y a plus d'autorité dans nos écoles. Je pense que Gilles-William en parlera mieux que moi, mais la France ne s'est jamais remis de ce qui s'est passé en 1989 avec cette affaire du voile de Creil. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris conscience du phénomène islamiste, de l'hydre islamiste qui est aujourd'hui dans nos écoles. Le voile de Creil, c'était un proviseur qui refusait que 3 jeunes filles intègrent son lycée. Et ça, c'était en 89. Ouais. Ce proviseur s'était fait lâcher par une certaine gauche. Aujourd'hui, on a, quand il y a le gouvernement Barnier qui est évoqué l'hypothèse d'un ministère de la laïcité, et la gauche est vent debout contre ce ministère-là. Ça veut dire que c'était ce que vous évoquez, c'était il y a 35 ans, Jules Torres. Ça veut dire qu'on n'a pas avancé sur ces sujets. Non, je crois pas qu'on ait avancé. Je crois pas que sur le plan législatif on ait avancé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi de 2004 sur les signes religieux n'est pas ou peu respecté. Il y a des professeurs qui évidemment sont contraints de ne pas la respecter parce qu'il y a dans leurs établissements un nombre croissant de personnes qui aujourd'hui ne veulent pas respecter cette loi. Quand on voit qu'il y a 65% des jeunes musulmans, et c'est un sondage de l'IFOP, qui placent les valeurs de la charia au-dessus des valeurs de la France et de la République et des valeurs de laïcité, on voit bien que aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent les professeurs ? C'est-à-dire qu'ils sont complètement désarmés et ça mène à des drames. Ça mène à ce drame qui s'est passé aujourd'hui au lycée Savigny de Tourcoing. C'est une professeure qui se fait tabasser, agressée par un élève. Elle a raison de porter plainte, mais honnêtement, dans les cas les plus graves, c'est Dominique Bernard, c'est Samuel Paty, c'est cette dame à Tourcoing, mais des histoires d'agression, d'atteinte à la laïcité en France aujourd'hui, il y en a des dizaines par jour, et dans 99% des cas, on n'en parle pas. Gilles-William, on entend souvent dire lorsqu'un fait se produit, il y a un problème, il faut changer la loi. Là, la loi, elle est claire sur certains sujets. Le problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Non, mais il faut comprendre la nouvelle dimension du problème. On n'est plus, ce me semble, uniquement dans l'atteinte à la laïcité. On n'est même plus dans l'atteinte à la République. On est dans l'atteinte à la nation. On n'est plus au stade où ces personnes étaient soit dans la rébellion un peu enfantine ou dans la religion. Elles sont dans le communautarisme. Elles testent la nation française. Elles sont dans la détestation de la nation française et dans le mépris de la société française qui elle-même ne se respecte pas elle-même. Vous comprenez ? Quand on explique à ces jeunes que la société française est décadente,
ce qui quelquefois est vrai dans le cadre du wokisme, quand on explique à ces jeunes que la nation française, elle est raciste, elle ne les aime pas, pourquoi voulez-vous, elles, qui sont dans une attitude, encore une fois, bien au-delà de la religion, de l'identification, eh bien, elles n'ont aucun respect, ni pour la nation française, ni même pour les Français, et à leur décharge, pardon d'être leur avocat, vous avez un parti qui leur explique que les Français de souche sont des racistes qui les méprisent. Comment voulez-vous ? C'est très confortable de se considérer comme des victimes. Donc, pardon, ces 30 ans de détestation et d'autodétestation de la nation française, et avec aussi également les autres religions qui étaient dans une posture beaucoup plus modeste, c'est le moins qu'on puisse dire. Pardon, Gilles William, là on est effectivement dans le constat. On est dans le constat, dans la condamnation, c'est ce que a également dit j'allais dire ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, député de cette circonscription, qui a d'abord réagi sur Twitter. Je veux apporter tout mon soutien à cette enseignante de Tourcoing qui, alors qu'elle faisait simplement respecter la laïcité, a été frappée par une élève. Tout le monde doit soutenir nos enseignants et condamner cette violence contre la République elle-même. Soutenir, condamner, évidemment, mais les solutions. Vous faisiez, Jules Torres, allusion au voile de Creil, il y a 35 ans. Aujourd'hui, 35 ans après, où sont les solutions ? Comment faire appliquer ces lois ? Comment Moi, honnêtement, ni Gilles William ni moi ne sommes législateurs, donc c'est pas forcément à nous d'apporter les solutions. Je pense que c'est plutôt à des personnalités comme vous venez de les recevoir, comme Franck Alizio, comme les députés. Mais nous, on est là pour dire surtout il faut rétablir l'autorité. Il faut, par exemple, dans les médias, souvenez-vous, il y a eu cette affaire de Maurice Ravel en février dernier. C'était la même histoire. C'était un proviseur qui refusait à un quatuor d'élèves qu'elle rentre avec, je crois que là, pour le coup, c'était plutôt des abayas. Et encore une fois, l'éducation a cédé, puisque ce proviseur l'éducation a cédé, a démissionné. Non seulement, en effet, c'est ce proviseur qui a dû quitter. D'ailleurs, il s'était réduit à un silence pendant 9 mois, et il y a seulement quelques jours, il a témoigné disant que c'était lui qui ne pouvait pas sortir de chez lui. C'était lui qui avait peur quand il sortait dans la rue. C'était lui qui a été accusé sur les réseaux sociaux, non seulement d'avoir frappé une de ses élèves, c'est ce qui a été classé sans suite, ensuite qui a été accusé d'islamophobie. Mais on en a assez parlé aujourd'hui. L'accusation d'islamophobie, elle tue. Donc c'est ça la vérité. Et pour revenir à cette affaire de Maurice Ravel, il y a une partie des médias qui ne voulaient pas dire la vérité de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une montée de l'islam radical jusque dans nos écoles. Elle passe par le fait que quand Gabriel Attal fait une circulaire pour interdire l'abaya, eh bien, il y a un mouvement massif sur les réseaux sociaux d'appel à ce que les jeunes Français musulmans aillent dans les établissements scolaires en abaya. Il y a, on l'a vu avec l'affaire de Samuel Paty, d'ailleurs, il y aura un documentaire accablant de l'enquête qui sera diffusé le 16 octobre sur C8 et qui nous montre l'abandon et comment Samuel Paty a été pointé du doigt pendant des semaines alors que l'éducation nationale n'a rien fait. Donc vous voyez, c'est ça la vérité. Finalement, c'est pas tant sur la législation le problème, Michael, c'est sur le soutien médiatique, le soutien politique et la dénonciation. Et finalement, c'est qui sont vraiment les victimes dans ces histoires. Est-ce que c'est le professeur qui est obligé de se cacher chez lui, ou est-ce que c'est les élèves à qui on interdit de porter un voile dans un établissement, ce qui est interdit par la loi française ? Allez, on va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant sur l'hommage rendu aujourd'hui à Nessim, ce chauffeur VTC froidement abattu à Marseille par un tueur à gages de 14 ans, un drame qui avait fait bien sûr la une de la presse. Et alors justement, tous les matins, à 9h moins 20, dans Europe 1 Matin, Olivier Delagarde lit, analyse et commente ce qui fait la une de l'actualité. Parce qu'il y a tout dans les journaux, tout pour nous informer, tout pour nous faire réfléchir, tout pour nous indigner ou pour nous faire rire. La revue de presse par Olivier Delagarde, une signature Europe 1, c'est tous les matins à 9h moins 20 et quand vous voulez en replay sur le site et l'application Europe 1.